Bonjour à tous, aujourd'hui sur Conscience TV, j'ai le plaisir, comme chaque mois, de retrouver Caroline Arnaud pour une émission qui s'intitule La musicothérapie, voyage vers plus d'harmonie. Et rencontre donc avec Caroline Arnaud. Bonjour Caroline. Bonjour, heureuse d'être avec vous cet après-midi. Merci. On va donc aborder aujourd'hui, comme je le disais à l'instant, la musicothérapie. Alors pour nos spectateurs qui sont quelque peu néophytes, c'est quoi la musicothérapie? Alors, c'est l'utilisation de la musique sous toutes ses formes pour travailler sur la vibration corporelle. Je vais utiliser le terme chakra, mais juste parce que pour moi c'est un raccourci, mais sinon je peux dire les centres énergétiques du corps sont rééquilibrés, optimisés avec les sons. Et du coup, ça joue aussi sur la guérison parce que vous savez qu'en médecine chinoise, on considère que ce sont des déséquilibres en fait des énergies qui rendent malades. Et ça joue aussi sur les humeurs ou la capacité à aller mieux. J'oublie un point qui est important, c'est toute la partie cognitive. Le travail en musicothérapie travaille aussi sur la lutte contre les dégénérescences, la rééducation, etc., cognitive. Très bien. Concernant la musicothérapie, il semble que celle-ci intègre ce que l'on appelle la musicothérapie active. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ce que l'on appelle la musicothérapie active et puis nous parler plus spécifiquement du Tao de la voix dont il est question? Oui, tout à fait. Alors, la musicothérapie active, excusez-moi, j'ai l'habitude de parler d'abréviations avec des abréviations. C'est des moments, on va dire, dans la séance où vous allez être actif. C'est-à-dire que vous allez faire du body clapping, taper du pied, du corps, on va en reparler, hein, ou utiliser des instruments, ou chanter, ou émettre des sons, ou éventuellement, parce que dans certains exercices, on est très proche de la danse-thérapie, vous déplacer dans l'espace. Concernant le Tao de la voix, alors le Tao de la voix est issu de la sagesse taoïste, donc une sagesse chinoise, et qu'elle utilise des pratiques vocales pour harmoniser le corps, l'esprit et la voix. D'accord. Le Tao de la voix Euh, met l'accent sur l'énergie et le souffle, c'est ça, Caroline? Tout à fait. Parce que c'est la respiration qui donne au son l'énergie pour vivre, enfin qui va faire que dans vos cordes vocales, n'est-ce pas, il y a une résonance ou pas. Et que plus votre son sera fluide, adapté, plus vous avez de chances d'avoir une voix qui est bien posée et qui aide du coup à émettre des sons qui sont justes et à la bonne fréquence. D'accord. Mais l'énergie et le souffle, en quoi ces éléments sont-ils fondamentaux dans l'approche de la musicothérapie et du Tao de la voix? Alors, dans la philosophie taoïste, l'énergie, en fait, est le reflet de notre état intérieur, de nos émotions. En ce qui concerne le souffle, je vous le disais, la voix est portée par le souffle vital. Du coup, il est la base de la voix. Il doit être fluide et enraciné. Travailler sa respiration permet donc d'harmoniser, en fait, votre corps et éventuellement corps-esprit. Parce que, on le reverra encore quand on parlera yoga du son, mais on va dire que dans ces techniques, euh, la spiritualité n'est jamais très loin. Parce que l'on considère qu'on est trois chaudrons, nos racines, nos incarnations et la spiritualité, et que les trois doivent être exploités, explorés pour que l'humain soit heureux ou en bonne santé. Vous l'avez compris, donc le souffle est important. Je vous ai mis une petite vidéo à part avec un exercice à 3 temps de respiration. Et je vous propose là que nous fassions ensemble un petit ancrage corporel. Donc, je vous propose de vous mettre debout, les pieds en largeur de hanche, le bassin légèrement rétroversé, entroversé, pardon, vers l'avant, les genoux légèrement pliés et que vous vous teniez de très droit au niveau de la colonne vertébrale et la tête comme si elle était tirée vers le ciel, vers le haut,
de telle façon qu'on ait la sensation qu'entre le sacrum et votre chakra coronal, en fait, un fil d'argent soit tendu et vous tire vers le haut. Restez dans cette position un certain temps. Commencez à regarder ce qui se passe dans votre corps, si c'est agréable, s'il y a des zones qui sont difficiles, etc. Et puis, une fois que ça s'est installé, imaginez que vous avez des racines qui vont aller se relier au noyau de la Terre. Ces racines, une fois qu'elles sont bien ancrées, imaginez, elles partent de la plante de vos pieds, elles sont très larges et très robustes, et elles vont vous faire remonter la couleur rouge de ce noyau qui va remonter dans le corps. Et en même temps, vous pouvez, à l'expiration, chanter le son Om ou le son L'objectif étant que vous preniez conscience de la façon dont le son, du coup le souffle aussi, résonne dans votre corps et se propage. Et éventuellement les points de blocage. Euh, donc, ce que je vous propose, c'est de faire de la respiration en 3 temps. Il faut savoir que la plupart d'entre nous, on respire sur le haut du corps, ce qui fait que la respiration n'est pas complète et que le corps ne se régénère pas de façon optimum. Du coup, ce que je vous propose, c'est d'aller travailler sur la respiration ventrale, la respiration pulmonaire et la respiration claviculaire. Du coup, on va d'abord aller gonfler le ventre. Ensuite, on va gonfler les poumons et les omoplates. Là, on va bloquer 3 secondes. Et on va expirer comme si on avait une petite paille entre les dents, en expirant d'abord d'ici. Et normalement, le ventre se relâche à la fin. Et ce qu'il faut savoir dans cette respiration, c'est que l'intention que vous mettez vous aide en fait à rester au niveau du corps qui est juste. Donc on recommence. Et là, on relâche l'estomac. Deuxième fois. Voilà. Comment la résonance et les vibrations de la voix peuvent-elles influencer notre corps et notre esprit selon le Tao de la voix? Résonance et vibration, ce que je vous disais tout à l'heure, crée une forme de fréquence. Et en fait, c'est cette fréquence qui va guérir. C'est tout le... Dans le tai chi, on utilise le chi. C'est la même idée. C'est cette énergie vitale, en fait, qu'il faut mettre à la bonne fréquence pour aller travailler sur toutes les parties du corps. Vous soulignez également la dimension spirituelle du Tao de la voix. Comment la voix peut-elle devenir un outil de méditation et de connexion? C'est le cas à partir du moment où, d'abord, elle permet d'élever la fréquence. Et une chose que j'ai déjà dit précédemment, c'est que la fréquence, plus vous élevez la fréquence, plus vous êtes dans des énergies positives, on va dire ça, et vous vous faites advenir des choses positives. Donc, c'est une des choses. Après, suivant ce que vous faites, par exemple la méditation, la mantra-thérapie, on en reparlera, vous allez être connecté à des émotions spirituelles qui vont vous permettre en fait de
je ne sais pas, mieux comprendre votre place dans l'univers, mieux avoir de compassion, etc. Donc, travailler sur des émotions, des ouvertures, on va dire, plus universelles. Alors, on vient d'explorer le Tao de la voix. J'aimerais qu'on s'intéresse maintenant à ce que l'on appelle le yoga du son. Quelles sont les similitudes et puis les différences majeures entre ces deux approches? À mon sens, elles sont très proches. Juste, il y en a une, vous l'avez compris, qui vient de Chine. Le yoga du son est, quant à elle, issu du yoga traditionnel, ou plus exactement du nada yoga, qui est le yoga du son intérieur, et qui, elle, est indienne. Mais si vous regardez un peu l'histoire de cette région, n'est-ce pas, entre Japon, Chine et Inde, il y a eu un petit peu beaucoup de rencontres de civilisation, on va dire ça comme ça. Et du coup, on va dire qu'elles sont pas mal imprégnées de la philosophie de chacune. Du coup, c'est un peu la même chose, sauf que le yoga du son, en plus, on a quelques postures qui font que on va travailler d'autant plus notre capacité, travailler sur la cage thoracique, sur le ventre, etc., pour avoir un son encore plus puissant. Une des choses qui est importante dans ces thérapies, c'est l'équilibre entre le yin et le yang, ou votre féminitude et masculinité, comme vous voulez. C'est un peu la même idée. Et pour arriver à ça, eh bien, on va moduler la voix. Et c'est aussi ce qui va vous permettre, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais la voix est quelque chose que vous projetez, elle fait partie de votre identité, et qui va permettre en fait que les gens vous reconnaissent. Il y a des gens qui ont des voix très typiques, on sait très bien qui est dans la salle sans les avoir vus. Elle permet aussi du coup euh, de définir votre identité et de vous prendre votre place dans l'univers, enfin dans la société, etc. D'ailleurs, il y a des études qui montrent que plus on est intéressé par un sujet, plus la voix va être aiguë, et puis au contraire, on l'est moins, plus notre voix va descendre dans les graves. Est-ce que les mantras et les vocalisations qui sont au cœur du yoga du son fonctionnent pour harmoniser le corps et l'esprit? Est-ce que vous pourriez par exemple nous donner un exemple simple de vocalisation et puis nous en expliquer les effets potentiels? Tout à fait. Alors, par exemple, déjà, vous avez une vidéo, n'est-ce pas, qui est un mantra sur la guérison. Après, il y a un son que tout le monde connaît, je pense, c'est le son Om, qui est là pour harmoniser corps et esprit. Donc, l'idée, c'est à l'expiration, essayer d'avoir une respiration ventrale, parce que je reviens à ce que la vidéo que vous avez déjà, enfin, un des exercices que vous avez déjà eu, qui est une respiration complète et régénérante, travail sur le ventre, les poumons et la clavicule. Donc, essayez d'avoir cette respiration et à l'expiration, vous pouvez chanter le Om. Et ce qui est intéressant, c'est la résonance qu'il a dans le corps. Euh, Vous pouvez aussi vous amuser, et on en reparlera, de faire des ohms très graves, des ohms très aigus, qui pourraient être Om ou Om. Alors après, vous en avez un autre qui s'appelle Om Mani Padme Hum. Celui-là, c'est un mantra pour, justement, on parlait de spiritualité tout à l'heure, pour développer la compassion et l'illumination. On parlait tout à l'heure du fait que les civilisations de cette partie de l'Asie ont été très mélangées. Si vous prenez la religion, parce que je pense que je peux parler de religion, du Sutra du Lotus, ils utilisent aussi pour prier un mantra qui est Nam Myo Renge Kyo, qu'ils répètent des dizaines et des centaines de fois éventuellement, pour effectivement élever leur vibration et faire que leur vie soit plus en adéquation, on va dire ça, avec leur âme. Donc, je vous propose un exercice sur un mantra. Vous le savez, chez moi, enfin, vous commencez à me connaître un peu, rien de religieux en la matière.
Simplement, je considère qu'on a à notre disposition dans plein de civilisations des outils différents et qu'on serait bien bête de ne pas les utiliser. Donc là, je vous propose un mantra de guérison tibétain qui se décompose ainsi. Tayata Om Bekenze. Je répète. Tayata Om Bekenze. Tayata Om Bekenze. Vous avez le choix soit de le dire uniquement, et ça fait déjà avec le rythme une certaine mélodie qui pourrait être Tayata Om Bekenze, Tayata Om Bekenze, Tayata Om Bekenze, Tayata Om Bekenze, Tayata Om Bekenze. Et puis vous avez le choix de jouer sur les graves, les aigus, les notes, l'intensité que vous y mettez et éventuellement le temps que vous restez sur chaque syllabe, qui peut être Tayata Om Bekenze, 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 Tayata Om Bekenze. Voilà, un échantillon de ce qui est possible. Voilà, n'hésitez pas, abusez-en. Merci. Pour rebondir un petit peu sur la religion et la spiritualité, Caroline, la musicothérapie et les mantras, donc on les retrouve bien évidemment dans le taoïsme, je présume, ça semble être une évidence. Est-ce que pour autant ça se retrouve également dans le bouddhisme ou l'hindouisme ou des religions annexes asiatiques, je pense au shintoïsme, je pense à l'animisme notamment? On va dire que mon propos là aujourd'hui, on est d'accord, même si je vous parle de spiritualité dans le sens élévation vibratoire, c'est pas de faire du prosélytisme, Bien d'accord? évidemment, bien évidemment. Même si on est d'accord que plusieurs, est-ce que je peux parler de peuples, ont utilisé les mantras, et donc il y a effectivement le Tao, il y a les hindous, il y a le tantra. Voilà, vous savez maintenant qu'il y a les Indiens aussi, et il y a les Japonais. Et pour tout vous dire, moi, en art-thérapie, je crée un atelier aussi sur la création d'un mantra personnalisé, du coup, occidental, avec nos propres mots, mais qui permet de se rappeler soit des qualités un peu comme la méthode Coué, n'est-ce pas, où on renforce des qualités que l'on aurait, ou un objectif afin de se focaliser sur cet objectif. Vous mentionnez également la notion de voyelle vibratoire. Alors, quelle est la signification de chaque voyelle et comment peut-on ressentir leur action dans le corps? Alors, les voyelles, en fait, on utilise donc en musico le A, E, I, O, U. Alors, plus exactement, A, E, I, O, U, parce que le U est prononcé OU. Le A correspondant au bassin, d'accord, à la partie énergie vitale. Le E correspondant au plexus solaire et à la partie confiance en soi. Le I à la gorge et l'expression. Le O à l'amour et le cœur. Et le OU à la tête et l'intuition. Voilà. Donc, en fonction de ce que vous pouvez, de ce que vous voulez développer, on va utiliser une des voyelles. Voire nous, je vais être honnête, en musicothérapie, on a tendance à les mettre toutes et à vous les faire chanter d'affilée comme ça. Voilà, vous pouvez là, du coup, inspirer et chanter à l'expiration. Elle agit aussi sur l'effet méditatif. Alors ça, c'est important parce que pour que les choses positives nous adviennent aussi dans l'univers, il faut qu'on arrive à arrêter notre flot de pensée. Ce flot de pensée négative, cette petite voix qui nous rappelle tous les jours que on pourrait s'auto-saborder, n'est-ce pas?
Et du coup, la mantra-thérapie, parce qu'on est dans la répétition et la concentration de cette répétition, arrête ça et nous permet du coup de rester dans des énergies positives. Après, vous l'avez compris, il y a la connexion avec la spiritualité. Et enfin, il y a donc l'intention et l'autosuggestion, pardon. A, E, I, O, U. Et voilà, et sur des fréquences très différentes pour pouvoir travailler sur toutes les parties du corps et de l'esprit. Je voulais rebondir sur la question que je vous ai posée juste avant. Je vous disais, comment peut-on ressentir leur action dans le corps? Je veux dire, le ressenti peut être immédiat ou dans la durée, concrètement? Le ressenti est immédiat. À partir du moment où vous savez écouter votre corps, vous sentez la vibration, vous sentez l'énergie envahir les différentes parties du corps. Maintenant, je vais être honnête, c'est pas parce que vous allez les chanter une fois que ça va s'installer. La nature profonde, on va dire, si je peux dire ça comme ça, va reprendre le dessus assez vite. Alors, ça va vous faire du bien le temps de la séance, parce qu'on va enchaîner ce type d'exercice. Mais après, c'est aussi une gymnastique ou une rigueur à avoir au quotidien. Vous avez utilisé tout à l'heure un terme, la mantra-thérapie, alors qui semble utiliser des sons sacrés à des fins thérapeutiques. Comment ces sons agissent-ils sur notre bien-être mental et physique? Et puis, l'intention joue-t-elle un rôle crucial dans l'efficacité des mantras? La mantra-thérapie, en fait, c'est donc une thérapie qui utilise les mantras, c'est-à-dire des sons, des syllabes qui s'harmonisent et qui permettent d'atteindre un but. Mais je pense qu'il y a derrière deux autres aspects essentiels dans la mantra-thérapie. C'est la foi que vous avez dans cette mantra-thérapie. On est d'accord qu'aucune thérapie ne peut fonctionner si vous n'avez pas foi dans ce que vous faites ou dans votre thérapeute, voire dans les deux, on est d'accord. Donc la foi, à mon avis, est importante. Et l'autre chose, c'est que elle travaille, non. Vous mettez en place de la mantra-thérapie à partir du moment où vous avez une intention. Et cette intention, on le dit et répète en énergétique, est essentielle pour que ça fonctionne. On dit, alors là, je fais une petite digression, mais par exemple que si lorsque vous mangez, vous commencez votre repas en disant ces aliments vont m'être bénéfiques ou ces aliments vont m'aider à me soigner, c'est un peu l'effet placebo, hein, vont m'aider à me soigner. Il est fort à parier que la nourriture que vous allez manger soit plus bénéfique que si vous le faites pas. Voilà. Eh bien, la mantra-thérapie, c'est la même chose. En fait, elle agit sur la vibration et la résonance, d'accord? Comme je l'explique depuis le début. Et ses intentions spécifiques, elles peuvent être la guérison, la protection. Elle réduit donc le stress et l'anxiété. Elle améliore la concentration et la mémoire. Elle stimule l'énergie vitale. Alors, chez les Indiens, ils parlent plus de chi, mais de prana, mais c'est la même idée. Elle renforce la confiance en soi et la paix intérieure. Et puis, elle travaille à l'alignement alors, des chakras ou centres énergétiques et au développement spirituel. Vous avez expliqué la notion de mantra. Donc, il existe plusieurs mantras courants, comme Om que vous avez évoqué. Il y en a un autre, c'est Om Mani Padme Hum, si je le prononce bien. Pourriez-vous Oui. nous expliquer brièvement leur signification et les bienfaits potentiels en résultant? Om, c'est donc l'harmonie du corps et de l'esprit. D'accord? Donc c'est effectivement, je pense qu'il y a énormément de gens qui l'utilisent, enfin à partir du moment où on est dans le bien-être et le développement personnel. Om Mani Padme Hum travaille sur la compassion et l'illumination. Après, vous en avez un autre qui s'appelle Soham, où vous pouvez faire le So à l'inspiration, le Ham à l'expiration. Et celui-ci, il est intéressant aussi parce qu'il permet de prendre conscience de qui l'on est, de notre place ici et de notre place dans l'interaction avec les autres, avec l'univers, et peut-être aussi une nouvelle écoute du vivant. Et je ne parle pas que des êtres humains, du coup. Je voudrais qu'on aborde la troisième partie de cette émission, qui cette fois est dédiée au body clapping et puis à l'utilisation d'instruments. Alors, on va tout d'abord se focaliser sur le body clapping. Comment le simple fait de produire des sons avec notre corps peut-il avoir des effets bénéfiques?
Alors, il y a plusieurs choses. En fait, on va donc utiliser le corps comme instrument. C'est déjà une façon de se le réapproprier et d'en délimiter les contours, si je peux dire ça. On va aussi travailler sur le rythme et la coordination. D'accord? Parce que du coup, on va utiliser les mains, les pieds. Vous n'allez pas entendre mes pieds là, mais les pieds, éventuellement la voix. Euh, voilà, on va utiliser plusieurs façons de faire, d'accord? Et plusieurs parties, parce que vous pouvez taper les épaules, vous pouvez taper le ventre. Vous verrez sur la vidéo que je vous ai mis, il y a des choses très, très différentes. Et du coup, on va alterner ça. Donc, ça va travailler et sur la mémorisation et sur l'aspect rythmique en plus. Sans compter que le body clapping a quelque chose de très intéressant. Alors, j'utilise un terme anglais, mais en fait, qui veut dire percussion corporelle. C'est aussi très intéressant parce que ça permet de libérer l'énergie. Le fait que vous tapiez dans des endroits, on va dire creux ou plein d'eau, permet en fait et de travailler sur la fréquence et l'oscillation énergétique et de libérer du coup l'énergie. Et notamment, si vous tapez du pied, enfin, je pense que vous avez tous essayé de ressentir que là, on a de la chaleur dans les pieds à partir du moment où on tape du pied. Quelque chose qui peut être intéressant, notamment quand on travaille à plusieurs, c'est les questions-réponses et l'interaction à l'autre. Donc, elle aide aussi à la sociabilisation. Et puis, elle aide à la concentration, parce qu'il faut retenir les gestes. Elle aide à la mémoire rythmique. Elle développe donc ce que je vous disais tout à l'heure, à la conscience corporelle. Et puis, ça peut être tout simplement une activité très ludique. Les enfants et adolescents adorent le body clapping, donc n'hésitez pas à le faire en famille. Le body clapping est une technique relativement étonnante. On peut même le voir comme un divertissement de la manière dont vous l'avez présenté. Est-ce que c'est une action ou un outil utile, notamment pour la coordination et l'expression émotionnelle? Alors, deux choses. L'expression émotionnelle, on en reparlera quand on parlera de danse-thérapie. On peut avoir des parties de notre corps avec lesquelles on est plus ou moins à l'aise. Par exemple, si je parle d'aller se taper les fesses, d'accord, tout le monde peut ne pas être à l'aise avec cette partie du corps. Donc oui, ça peut révéler des choses au niveau émotionnel, tout comme n'importe quel son finalement peut réveiller une émotion en fonction de la connexion que l'on peut avoir avec ce son. Vous allez, alors dans un enchaînement simple, on va utiliser qu'une partie du corps et une autre ensuite. Mais dans un enchaînement compliqué, on pourrait imaginer que vous allez taper le pied avec la main. Et là, forcément, on complique encore les choses. À sa manière, je veux dire que c'est une technique qui peut permettre de canaliser, voire d'évacuer une certaine part d'énergie. Est-ce que cette technique dédiée au bien-être peut notamment agir pour évacuer du stress, de la colère, des sentiments négatifs en réalité? Tout à fait. Parce que justement, vous mettez une telle énergie dans le fait de réussir ces mouvements, on va dire. Et puis peut-être aussi parce que vous y prenez du plaisir, si je parle. Forcément, ça permet d'évacuer une forme de stress et d'anxiété, peut-être. Et puis, il y a aussi l'autosatisfaction d'y arriver. Bien sûr. Parce que je vous parle de mouvements que au départ, j'ai choisi plus ou moins lent, d'accord? Mais là où ça devient très drôle, c'est quand on accélère. Je vous propose un enchaînement de body clapping, donc des percussions sur le corps. Les adolescents aiment beaucoup ce type d'enchaînement. Vous pouvez le faire avec vos enfants, etc. Et moi, je ne vais pas aller trop vite pour que vous puissiez décomposer les mouvements, mais rien ne vous empêche d'aller de plus en plus vite. C'est là que c'est le plus drôle. Euh, voilà, donc clairement, on va commencer. Donc,
revient à la musicothérapie qui fait également, bien évidemment, usage des instruments et de manière importante. Quels sont les objectifs thérapeutiques de leur utilisation et est-ce toujours une question de créer une mélodie harmonieuse? Dans la musicothérapie, en fait, le terme peut-être le plus important, c'est thérapie. On reste dans un cadre thérapeutique. Et notre objectif en tant que thérapeute, c'est de vous aider à éprouver des émotions. Donc, quand vous avez un rejet pour un son, pour une fréquence, pour une intensité, c'est l'occasion de pouvoir se poser des questions. Pourquoi cette émotion? D'où vient-elle? A-t-elle un lien avec un événement passé? C'est souvent le cas, soyons clairs. Et du coup, comment on peut en avoir conscience pour, d'une part, ne plus se laisser mener par elle parce qu'on est consciente de cette émotion, et d'autre part, éventuellement, la déprogrammer, désamorcer, je sais pas comment dire, mais voilà. Donc non, faire une musique harmonieuse n'est pas l'objectif, même si, quelquefois, suivant ce que vous faites, et notamment en musico-réceptive, notre objectif peut être, là encore, l'élévation énergétique, et on va utiliser ce qu'on appelle, nous, les instruments sacrés, un bol chantant, des bols de cristal. Moi, j'ai un drum en cabinet. Voilà, des choses qui font appel à une musique qui est beaucoup plus harmonieuse que si vous êtes sur un tambourin et que vous tapez dans tous les sens, ou n'importe comment. Mais les percussions, djembé, tambour, etc., ont un vrai intérêt en musicothérapie. D'abord, je les utilise pour évacuer la colère. Les enfants aiment bien. Et puis, ça aide aussi à l'ancrage, effectivement, à l'expression émotionnelle, à la coordination. Et je vous parlais de colère, mais le pendant de la colère, c'est le lâcher prise. Et ça, c'est possible grâce aux percussions. A contrario, si on parle souffle, les instruments avant encouragent la respiration profonde et la détente. Voilà. Et on pourrait parler de chaque instrument ou de chaque type d'instrument comme ça. On a parlé des instruments, il y en a différents types, hein, que ce soit des percussions, des instruments à cordes, des claviers, des instruments à vent, et vous Mhm. l'avez évoqué, et leurs bienfaits spécifiques. Vous avez quelques exemples concrets de la manière dont ces instruments sont utilisés en séance de musicothérapie pour répondre à des besoins Oui. spécifiques? En groupe, on peut avoir. Alors déjà, il faut quand même que je dise quelque chose, c'est que je travaille aussi avec les instruments toute la partie cadre, confiance en soi, improvisation ou capacité à produire, voilà, et écoute. Et justement, quand je travaille, avec ça peut se faire à deux, mais aussi on peut avoir un atelier sur les groupes qui est, il y a quelqu'un qui joue un morceau et de vous demander aux autres qui sont dans l'écoute de fermer les yeux, de d'accueillir ce morceau ou d'accueillir ce qui est joué en l'occurrence. Éventuellement, chez certains, enfin certains thérapeutes l'enregistrent, moi pas forcément, mais ça peut. Et en fait, on fait en sorte que les auditeurs soient dans la perception et l'intériorisation, de telle façon que quand le morceau va s'arrêter, ça va être à eux de faire une réponse. Du coup, la réponse, elle doit être, entre guillemets, si c'est logique, et c'est pas toujours le cas dans l'esprit des gens, donc au début, c'est pas forcément le cas, mais à la fin, on reste, on, on s'aperçoit que, il y a une harmonisation des gens. Vous vous souvenez l'idée de on est tous reliés au niveau énergétique, etc. Et là, on s'en rend compte vraiment beaucoup parce que, par exemple, si vous jouez, si la première personne qui joue très énergiquement, la personne qui va répondre va faire la même chose et inversement, si on joue à pas de velours, la personne qui va répondre va se mettre au même diapason. Et c'est aussi quelque chose qu'on remarque dans le crop circle.
Donc là, on fait chanter des gens qui se baladent dans une pièce, etc. Et on s'aperçoit que si on les laisse suffisamment chanter, à un moment, il va y avoir harmonisation. Et c'est très intéressant pour comprendre l'interdépendance que l'on peut avoir les uns avec les autres. On vient d'évoquer depuis le début de l'émission la musicothérapie et en tout début d'émission, vous parliez de musicothérapie active. Il semble qu'il y ait également la musicothérapie réceptive. Quelle est la distinction fondamentale entre ces deux approches dans le contexte de l'utilisation des instruments? Dans l'utilisation des instruments, ben, en réceptif, on ne l'utilisait plus. Ce sont les instruments qui... alors, c'est soit moi qui vais jouer en vous faisant des massages sonores ou des voyages sonores. Vous les appelez... Enfin, bon, les appellations peuvent être différentes suivant qui en parle. Euh, soit ça va être de la musique enregistrée que vous allez écouter. Alors, je vais juste en parler 2 secondes, mais peut-être sans doute qu'on en reparlera. Dans cette partie, on pourrait inclure le rêve éveillé. Le rêve éveillé étant une régression hypnotique, on va dire ça, sur des situations. Et là, du coup, c'est ma voix qui vous accompagne. On ne parle plus d'instrument. Mais autrement, oui, c'est soit je suis en train de jouer en face de vous et je joue sur l'harmonie ou pas, d'ailleurs, parce que je rappelle que l'idée, c'est éventuellement de vous faire susciter des émotions et que, par exemple, quelquefois, je peux utiliser des instruments qui sont pourtant des instruments très agréables normalement, pour susciter des bruits d'orage ou etc. et d'essayer de comprendre ce que ça suscite chez vous et comment vous le vivez. Je peux donner un exemple. J'ai un instrument qui est un instrument zen, hein, vraiment super agréable quand il est bien utilisé, enfin quand il est utilisé pour l'aide. Et quand il est un peu violent, j'avais une patiente qui me disait, ah mais là pour moi c'est l'angoisse parce que ce que j'entends dans cet instrument c'est la pluie sur une vitre dans des moments où j'étais désœuvrée, où on ne s'occupait pas de moi. Voilà, c'est un des axes possibles avec l'instrument. On va aborder maintenant la rééducation par les vibrations hertziennes. Oui. Donc la musico-réceptive est basée sur l'écoute guidée. Ça semble être une approche relativement douce, mais tout puissante, hein, par ailleurs. Dans quel cas est-elle particulièrement indiquée? Pour l'expression émotionnelle, d'accord, pour justement susciter les émotions, je vous ai donné un exemple avec mon histoire de pluie. Elle permet de révéler des émotions enfouies. Elle permet aussi, alors moi je l'utilise quelquefois pour, euh, j'ai une patiente qui n'arrive pas à révéler ses émotions. Quelquefois, rien que le fait d'aller jouer du drum, ça va lui permettre de débloquer ce qui est là et du coup de pouvoir aller au bout de l'exercice. Et vous n'oubliez pas qu'une émotion révélée est une émotion qui ne vous habite plus et qui vous rend une phase de liberté ou un espace de liberté. Donc c'est pour moi intéressant. Après, elle stimule la sensorialité et le cognitif aussi. Et elle peut être intéressante du coup pour les personnes qui ont des troubles. Elle favorise aussi, bien sûr, la relaxation et le bien-être, suivant comment elle est faite. Elle stimule la mémoire parce qu'on va aller se rappeler des souvenirs. Elle permet l'émergence de souvenirs, notamment chez les personnes atteintes d'Alzheimer. Ça peut être très intéressant. Elle améliore la concentration et le sommeil et elle soutient la gestion de la douleur parce qu'il y a un lien avec les endorphines, etc. La sécrétion d'endorphines. Je voudrais qu'on parle maintenant du choix des musiques en musicothérapie réceptive. Alors, d'abord, est-ce que c'est aléatoire? Et puis, comment sont sélectionnées des œuvres ou des types de sons? Alors, je prends l'exemple de la musique classique, qui pourrait s'agir tout autant de sons de la nature, en fonction des objectifs thérapeutiques. Là encore, en fonction de l'émotion que je pense devoir, euh, comment dire, je ne prends pas de pouvoir sur le patient, c'est pas l'objectif. Mais j'ai une vision de ce qu'il serait sympa qu'on atteigne pour qu'il aille bien. Parce que moi, les outils, je les connais. Et je sais à peu près quel outil donne quoi. On va dire ça.
Donc, en fonction de ça, euh, je vais, euh, je vais proposer des musiques appropriées à mes patients. Du coup, effectivement, je vous parlais là tout à l'heure de ma façon de gérer certains instruments zen, mais ça peut être aussi vous mettre, ben, effectivement, dans les bruits de la nature, on a des choses qui sont enregistrées du style bruit d'orage, bruit de feu, bruit de pluie torrentielle, etc. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller voir ce que ces sons, parce que finalement, ces sons, on les perçoit au quotidien et ils nous mettent dans une certaine forme d'émotion. Donc l'objectif, c'est d'aller voir ce que ces sons suscitent chez nous. On en est conscient, on n'en est pas conscient. On est d'accord que notre vie, on continue à l'avancer et on marche, on avance. Mais n'empêche que il y a une contraction des nœuds énergétiques dans notre corps en fonction de ces sons. Alors, j'ai évoqué il y a quelques instants la notion de vibration hertzienne. Alors, pour rentrer un petit peu dans le détail, on mentionne parfois, moi je l'ai vu à plusieurs reprises sur des vidéos, notamment sur YouTube pour ne pas le citer, des fréquences comme 432 Hz ou 528 Hz. Alors, quelle est la théorie derrière cette approche et quels sont les effets qui leur sont ou qui leur seraient attribués? L'idée, c'est que ces sons, enfin le son, émet des fréquences sonores qui ont des effets spécifiques sur le corps et l'esprit. Cette approche, elle s'appuie sur plusieurs concepts, ceux issus de la musicothérapie et ceux issus de la cymatique, qui est l'étude de l'impact des sons. Euh, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir les études que je trouve euh, époustouflantes de Emoto. Emoto montre comment, si vous jouez de la musique à l'approche d'eau, les molécules d'eau vont danser, parce que je crois que je peux parler de danse, vont danser différemment, ou en tout cas s'agglomérer différemment et construire des choses différentes. Il y a aussi une étude que j'aime beaucoup qui est sur les plantes. On met des capteurs aux plantes et on leur joue des sons et on voit comment ce qu'elles émettent est très différent. Et c'est pas pour rien que l'on dit que si vous dites à une plante que vous l'aimez, vous avez plus de chances qu'elle vive bien que si vous ne le lui dites pas. C'est la même idée, en fait. C'est toujours cette notion de qu'est-ce qu'on envoie comme vibration qui permet que l'autre perçoive quelque chose de positif ou pas. Du coup, effectivement, il y a des fréquences qui permettent de résonner dans notre corps, d'être au diapason avec notre corps. Et vous parliez du coup de la séquence, enfin de la fréquence, pardon, 432 Hertz, qui est sur l'harmonie et l'équilibre naturel. La 528 serait sur la réparation et l'amour universel. Et donc, vous permet là aussi de vous élever, oh là, excusez-moi pour les mots, de vous élever en fonction de la fréquence et de pouvoir réparer, si je peux dire, le corps, l'esprit avec ces fréquences. Si je prends l'exemple des vidéos disponibles sur différents réseaux sociaux, euh, alors je vais essayer d'être précis. Ces musiques sont générées en fonction de la fréquence que l'on souhaite proposer, ou il résulte de cette mélodie une fréquence qui n'était pas nécessairement recherchée, mais qui correspond à un degré d'apaisement. Vous voyez la subtilité entre est-ce que j'ai voulu créer du 432 Hz ou est-ce que parce que c'est un son de la nature, c'est du 528 Hz? Alors, tout dépend si c'est où vous collectez le son. Si c'est un son de la nature, effectivement, il va être collecté, on va essayer d'analyser la fréquence. Inversement, vous allez trouver sur YouTube plein de musiques où l'objectif, c'est d'être sur ce niveau vibratoire et où, du coup, toute la vidéo va être sur du 174 Hz ou du 639, etc. Quelles sont selon vous les meilleures fréquences? Si vous prenez, par exemple, le fait de soulager vos douleurs, on est sur la 174. Je prends un exemple très simple pour des personnes qui voudraient avoir un sommeil profond, pour des personnes qui voudraient avoir une sorte
allez, de repli du stress, etc. Est-ce qu'il y a des fréquences qui sont plus adaptées? Par exemple, la 396 travaille sur la libération des peurs et des blocages émotionnels. Donc, si D'accord. c'est pour cette raison que vous avez des insomnies, ça peut être la bonne. La 432 travaille sur l'équilibre et l'harmonie, ce qui peut être un autre moyen de vous assurer un sommeil profond. Voilà. Et après, vous en avez qui travaillent sur le nettoyage cellulaire. Ça aussi, peut-être que c'est ce dont vous avez besoin. Et celle-là, ce serait la 741. Et il y en a qui travaillent sur l'amélioration des relations humaines. Voilà. Je voudrais qu'on aborde une partie un peu plus rationnelle ou cartésienne, parce que est-ce qu'il y a des études scientifiques, d'une part, qui démontrent les bienfaits de ces différentes fréquences? Alors, je sais qu'il y a de nombreuses personnes, hein, qui témoignent des bienfaits de ces fréquences, mais quel est votre regard sur cette approche et comment vous l'intégrez éventuellement dans votre pratique? Effectivement, il y a des témoignages qui disent que sur le stress, anxiété, l'état général, ça améliore plutôt les choses. Les études scientifiques ne sont pas vraiment encore allées là-dessus. Mais à partir du moment où vous considérez que le son peut réduire le stress, et notamment si on prend des études comme les études Drexel, qui sont une étude très scientifique, très sérieuse, qui montre que l'art-thérapie, alors là je fais du général, hein, mais joue sur la sécrétion de cortisol, donc la notion de stress. Euh, je vois pas pourquoi ça pourrait ne pas être bénéfique. Maintenant, je suis pas scientifique, mais ma philosophie, et vous l'avez compris, je pense, c'est à partir du moment où vous avez foi en ce que vous faites, vous avez une intention. Dans l'énergétique, on a déjà gagné, allez, 90% des choses. Et peut-être que si tous les outils qui sont à la portée de nos mains sont à prendre, si c'est celui-ci qui vous convient, allez-y. C'est une excellente réflexion et ce qui m'amène d'ailleurs à une question supplémentaire. Mais là, je vais revenir au cadre général de l'art-thérapie. Concrètement, une personne s'adresse à votre cabinet sans savoir nécessairement quelle est la thérapie la plus adaptée à ses besoins. La guidez-vous? C'est elle qui se détermine en fonction de l'art-thérapie, la musicothérapie, la danse-thérapie, l'olfactothérapie? Comment ça se déroule concrètement? Quand je reçois quelqu'un, je vais lui demander à quoi elle est la plus sensible. Vous vous souvenez, l'objectif, moi, en tant que thérapeute, c'est éventuellement de partir de là où est la personne. Donc, pour elle, ça va être plus rassurant d'aller là où elle se sent mieux. Donc, on va éventuellement commencer comme ça. Mais moi, mon objectif, enfin, ou je pense l'objectif du thérapeute qui veut vous aider à une forme de complétude ou de bien-être, c'est bien sûr d'aller voir ce qui ne va pas bien. Je parlais de désamorçage tout à l'heure, mais il y a cette idée de comment j'arrive à passer dans la résilience pour en faire quelque chose de bien. Du coup, moi, à un moment, voire peut-être par petites touches ou pas, en fonction de ce que je sens possible avec vous, je vais vous proposer des exercices pour aller voir ce qui va pas. Si par exemple je parle médium en art-thérapie, il y a des gens qui aiment travailler uniquement avec du pastel sec et qui ont du mal avec le pastel gras. À un moment, ça va être sympa d'aller voir le pastel gras et se demander pourquoi ils ont du mal et ce que ça évoque pour eux. Même chose avec l'argile. Il y a des gens qui ont une vision de l'argile très comment on va dire, très c'est sale, envahissant, collant et tout ce que vous voulez. Sans doute que ce sont, et je dis bien sans doute parce qu'après c'est très facile de généraliser, mais que ce sont des choses qui ont été dites par d'autres personnes dans l'enfance. Est-ce que c'est juste de les garder? Je crois pas. Pour terminer cette émission, un petit angle alors médical, est-ce qu'il y aurait d'éventuelles contre-indications ou des précautions à prendre avant de se lancer dans une démarche de musicothérapie? Non. C'est Aucune? vraiment ouvert à tout le monde. Après, là où il faut faire peut-être attention, et encore, euh, c'est chez les épileptiques, où on est d'accord que l'épilepsie, pardon, vient par
une trop grande masse d'informations au cerveau. D'accord? Les crises sont déclenchées par ça. Donc effectivement, il y avait une trop grande stimulation, peut-être, je dis bien peut-être que chez certains, ça pourrait être un petit peu dangereux, parce que bien sûr, l'objectif, c'est pas de créer des crises, mais du coup, on va sur du réceptif doux. Voilà, j'ai une de mes patientes là qui a eu un AVC et qui me disait attention, je me fatigue vite, parce que je comprends vraiment. Et ce que je lui ai dit, parce que normalement les séances en cabinet durent à peu près 1 heure, je lui ai dit ben, on finira par les musiques réceptives. Et là, vous relaxerez et vous repartirez régénéré. Voilà. Je voudrais que vous concluiez par ce que j'appellerais un message essentiel à adresser à votre public concernant les multiples facettes et les bienfaits potentiels de la musicothérapie. Qu'est-ce que vous pouvez en dire de primordial et d'essentiel? Eh bien, qu'elle joue sur le corps, l'esprit, qu'elle permet à partir du moment où là aussi vous êtes prêt à aller voir vos émotions, de vous révéler ou et qu'à partir de là, eh bien, elle a toute sa place dans la thérapie. D'ailleurs, à ce sujet-là, vous verrez, même si on va se quitter maintenant, que j'ai prévu une partie de massage sonore. Installez-vous confortablement, les pieds bien au sol, les mains en direction du ciel, dans la position qui vous convient, assise ou allongée. Et je vous invite à écouter cette partie de la vidéo. Et quoi qu'il en soit, on se revoit bientôt. Et merci beaucoup Stéphane. Et au revoir. Merci Caroline d'avoir partagé votre expertise passionnante avec nous aujourd'hui. Alors, nous espérons que cette exploration du monde de la musicothérapie vous aura éclairé et inspiré. Je ne peux évidemment que vous conseiller de faire appel à Caroline Arnaud, dont je rappelle que le cabinet est situé certes à Rouen, mais que vous pouvez fort bien faire appel à elle en distanciel par ailleurs pour la quasi-totalité des pratiques que Caroline vous propose. Ces coordonnées s'affichent à l'écran. Et puis, ben, moi, je vous dis rendez-vous le mois prochain à nouveau avec Caroline Arnaud pour découvrir ensemble une autre thérapie.
Merci.